édition en direct sur i24 News. Bienvenue à tous. L'actualité au rythme du Moyen-Orient au programme ce soir. Explosion en plein Beyrouth sur ordre de Binyamin Netanyahou et d'Israël Katz. L'armée israélienne a pulvérisé ce dimanche 2 appartements au cœur de la Daria. Le QG du Hezbollah, Tsahal, précise qu'il servait de centre de commandement à la milice pro-Iran. Une réaction attendue aux attaques incessantes, roquettes et drones qui visent toujours les populations du nord d'Israël. Mais une réaction qui semblait jusqu'ici compromise du fait des limitations drastiques imposées par Washington à Jérusalem. L'accord de cessez-le-feu a-t-il volé en éclats pour de bon? Jusqu'où ira l'implosion? Alors que la tension atteignait déjà son paroxysme. Et l'ombre de l'Iran qui plane déjà sur la suite des événements. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien s'est réuni en urgence juste après la frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Le régime menace, nous répondrons avec brutalité à l'attaque du régime sioniste contre la Daria, affirme un haut responsable du Parlement iranien qui ajoute ce soir, regardez le ciel des territoires occupés. Nous reviendrons sur le bras de fer entamé il y a 100 jours maintenant entre Téhéran et Washington. Donald Trump qui promet d'ailleurs de détruire l'uranium de la République islamique avec ou sans accord. Et puis le centre d'Israël à nouveau visé par une attaque terroriste. 3 localités ciblées non loin de la ligne verte. 1 mort, 1 soldat réserviste et 5 blessés. L'un des terroristes a été abattu, le second arrêté. Ils sont originaires de la ville arabe israélienne de Taïbé. Le choc sur place, l'attaque semble avoir été minutieusement planifiée et elle confirme que la menace vient également de l'intérieur. Combien de cellules dormantes encore dans l'ombre? Quelle réponse surtout des services de renseignement pour qui ce type d'attentat constitue le scénario cauchemar? Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Israël peut-il rester encore longtemps dans une posture attentiste alors que les attaques du Hezbollah ne cessaient de s'intensifier, alors également que Donald Trump semblait avoir fixé comme ligne rouge à Israël Beyrouth? Eh bien, Tsahal est donc entré en action tout à l'heure dans le sud de la capitale libanaise. Chronique d'une escalade annoncée. Loïc Técher-Chocrone. Bonsoir Loïc. Encore 4 réservistes de Tsahal blessés par des drones ces dernières 24 heures. Et puis donc ces explosions dans la Daria. Tout à l'heure le QG du Hezbollah à Beyrouth. Effectivement, l'armée israélienne Tsahal qui affirme avoir visé des centres de commandement du Hezbollah en plein cœur donc de la capitale libanaise. Bilan 2 morts et 11 blessés selon l'agence de presse nationale libanaise. 3 missiles différents auraient été tirés sur 2 immeubles au total. Selon la chaîne saoudienne Al-Hadat, Israël aurait informé les États-Unis avant la frappe sur la Daria. La dernière frappe israélienne sur Beyrouth avait eu lieu, souvenez-vous, le 28 mai dernier. Il s'agissait là de la première frappe israélienne sur la capitale libanaise depuis au moins 3 semaines. Et puis la semaine dernière, souvenez-vous également, Benyamin Netanyahou qui voulait déjà frapper la Daria. Il en aurait été empêché à la dernière minute par Donald Trump. Souvenez-vous également de cet échange musclé au téléphone. Donald Trump qualifiant Benyamin Netanyahou de fou. Benyamin Netanyahou qui ce soir même réunira son conseil restreint de sécurité. Après l'attaque, c'est le porte-parole de la commission de sécurité nationale au Parlement iranien qui, le premier, a menacé Israël. Nous répondrons, dit-il, avec fermeté et violence à l'attaque du régime sioniste contre la Daria. Il faut remettre ce chien insensé à sa place, où il s'exprime ainsi. Ce soir, regardez le ciel des territoires occupés. Territoires occupés, il appelle bien sûr Israël, tout le pays. Et puis le président également du Parlement iranien a lui aussi réagi. David, c'était il y a quelques instants. Il déclarait qu'il ne respecte, bien sûr, et il pense aux États-Unis et à Jérusalem, à Israël, il ne respecte ni le dialogue, ni le cessez-le-feu. Et puis Tsahal a également annoncé des ordres d'évacuation pour la ville de Tyr, la 5e ville la plus peuplée au Liban. Selon les médias libanais, de bonnes dizaines de milliers d'habitants libanais de Tyr ont déjà fui la ville depuis la semaine dernière, mais il resterait encore 100 000 Libanais sur place. Rappel également, vous l'avez dit, 4 soldats ont été blessés au cours de la journée suite à une attaque de drone du Hezbollah. Au cours du week-end également, ce sont au total 2 soldats de Tsahal qui sont tombés au combat dans 2 incidents différents. Et puis ces 3 autres points, je vous les cite pêle-mêle, David. Donald Trump qui a déclaré qu'il n'exigeait pas que le Liban soit partie prenante à un accord avec l'Iran cette fois-ci. Benyamin Netanyahou qui a déclaré également aujourd'hui que les forces israéliennes auraient éliminé 350 terroristes du Hezbollah
rien que la semaine dernière. Et je vous invite également, enfin, à lire cet article d'i24 News sur notre site internet sur l'asphyxie des petits commerçants du nord du pays, entre réservations annulées, baisse des commandes. Ils peinent à joindre les deux bouts. Effectivement, ça pèse. L'économie locale, en tout cas, effectivement, atmosphère alourdie ce soir au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Loïc Stecher-Chokroun. Alors, Israël vient-il de modifier l'équation au Liban et pourquoi maintenant? On accueille ce soir le général Ariel Knafo. Bonsoir et merci, général de brigade de réserve de Tsahal. Jonathan Serrero, bonsoir également, analyste et reporter. Alors, votre avis d'abord sur ces frappes à Beyrouth, frappes qui vont au-delà du symbolique. Est-ce qu'il y avait une vraie urgence opérationnelle pour ces frappes, vous diriez aujourd'hui? La question n'est pas une question d'urgence opérationnelle ou pas pour attaquer ici et maintenant, justement. La question est de savoir c'est comment Israël réagit au fait que le Hezbollah tire vers les territoires de l'État d'Israël. Je pense qu'on ne parle pas de cessez-le-feu, mais de soi-disant point d'accord que Tsahal ne tirait pas sur Beyrouth tant que le Hezbollah ne tirerait pas sur Israël. Le Hezbollah a tiré sur Israël et il nous faut réagir. Vous me demandez si la réaction est suffisante? Non, à mon avis, non. Ça aurait dû être une réaction beaucoup plus violente et beaucoup plus dure pour que l'autre côté comprenne que quand il tire sur les localités israéliennes, Beyrouth ne peut pas rester tranquille et certainement pas les parties ou les quartiers du Hezbollah. Et donc, il fallait faire quelque chose de beaucoup plus fort. Même si ça participe quand même peut-être au retour de la dissuasion, justement, vous diriez ce qui s'est passé tout à l'heure? Non, je ne crois pas que telle attaque ramène une dissuasion quelle qu'elle soit. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de lien entre la dissuasion et ce qui se passe en réalité. Le Hezbollah essaie de créer une équation contre l'équation problématique qui a été mise en place contre lui. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a arrêté le feu sur Beyrouth et en parallèle à Israël. Et le Hezbollah aurait dû avoir les mains liées. Tsahal continue à avancer, 20% sur le territoire libanais qui est entre les mains de Tsahal. Tsahal continue à avancer, à détruire des infrastructures terroristes du Hezbollah sur toute la frontière et continuera dans les jours à venir à se faire. Le Hezbollah essaie de stopper cette avancée de Tsahal et la seule manière de le faire pour lui, c'est de compliquer toute la situation. Ce qui se passe au Liban avec ce qui se passe ou ne se passe pas en Iran avec ce qui se passe en Israël. Et c'est ça qu'il essaie de faire. Nous, on ne peut pas participer à cela de telle manière à ce que s'il attaque, eh bien c'est point fort dans la Baka ou du Liban ou à Beyrouth seront attaqués aussi. Alors c'est ça, Jonathan Serrero. La grande question ces derniers jours, c'est de savoir qu'est-ce que peut faire Tsahal en sachant que la ligne rouge qui a été fixée apparemment par Donald Trump, c'est de ne pas toucher à Beyrouth. Est-ce que ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est peut-être le résultat de la rencontre dont nous parlait Mathias Inbar en fin de semaine dernière entre Brad Cooper, donc le chef du CENTCOM, les forces américaines dans la région, et le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir? Ce qu'il faut savoir, David, c'est que ces discussions se sont tenues déjà, il y a déjà plusieurs semaines. L'échelon militaire israélien a rencontré l'échelon militaire américain. Il y a eu des discussions aussi diplomatiques entre représentants américains et israéliens. Du côté israélien, on souhaitait convaincre Donald Trump de donner une sorte de feu vert avec des limites pour frapper Beyrouth. Déjà depuis plusieurs semaines, il y a eu cette rencontre dont vous parlez entre le lieutenant-général Eyal Zamir, le chef d'état-major de Tsahal, et Brad Cooper sur la question de Beyrouth. Et comme l'a dit votre invité, il était hors de question de continuer dans cette voie-là, de laisser le Hezbollah pouvoir continuer de tirer sur les localités israéliennes et voir Israël avoir les pieds et les mains liés sans pouvoir frapper Beyrouth. Je reviendrai aussi sur la chronologie aussi des faits. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Beaucoup ont critiqué Benyamin Netanyahou sur le fait qu'il ait menacé Beyrouth sans ouvrir le feu contre Beyrouth. Je pense que le Premier ministre a fait bouger les lignes, a fait bouger quelque peu les lignes, et qu'il y a une sorte de brouille, peut-être simulée, entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump. Il a fait bouger les lignes pour adresser un message aux autorités libanaises, pas au Hezbollah. Et qu'est-ce qu'on a vu après? Jeudi, accord entre représentants israéliens et représentants libanais. Et il y a eu un accord qui était très clair dans ces discussions. Si le Hezbollah
continue de tirer sur les localités israéliennes, alors Beyrouth sera visée. Le Hezbollah a joué, il a perdu. Aujourd'hui, frappe sur Beyrouth sans avertissement. Alors c'est ça. Général Knafo, votre interprétation, est-ce que pour vous, Israël aujourd'hui s'est affranchi quelque part des freins américains ou bien tout cela a été validé et coordonné par la Maison-Blanche? Et donc, encore une fois, ce qu'on a assisté la semaine dernière, c'était la suite, un nouvel acte de la pièce de théâtre Netanyahou-Trump. Écoutez, je ne peux pas regarder les choses comme le frein américain pour Israël. Ça n'est pas la manière dont les choses fonctionnent. En fait, nous travaillons en coopération pleine et entière avec les Américains sur le problème central, qui est le problème iranien. Afin de régler cette question, il faut arrêter sur certains points au Liban. Et Israël fait le nécessaire, à mon avis d'ailleurs très intelligemment. Israël n'attaque pas juste comme ça à Beyrouth, d'accord? Donc Beyrouth est là comme un levier de pression sur le Hezbollah pour ne pas attaquer, pour qu'il n'attaque pas en Israël. C'est là l'utilisation de Beyrouth et son rôle. S'il avait fallu davantage, Trump et Bibi en auraient parlé et je suis sûr qu'ils seraient arrivés à un accord sur le fait qu'Israël peut et doit faire davantage à Beyrouth. Pour l'instant, ça n'est pas nécessaire. Pourquoi on n'en a pas besoin? Parce que ce qui nous porte atteinte, ce ne sont pas des choses au centre du Liban. Ce qui nous porte atteinte, ce sont les choses qui sont sur notre front et peu à peu, nous sommes en train de détruire cette menace, peu à peu, pour qu'on ait moins de problèmes dans nos localités du Nord. Quel est notre tampon? Eh bien, c'est s'ils font plus, ils seront attaqués à Beyrouth de notre part. Donc réinscrire tout cela effectivement dans le dossier iranien et puis séparer peut-être les deux fronts. Merci beaucoup, Général Aaron Knafo, d'être venu sur notre plateau. Jonathan, vous restez justement le dossier iranien qui vient s'imbriquer évidemment. Nous sommes au 100e jour depuis le déclenchement de la confrontation entre Téhéran d'une part et de l'autre l'alliance Israël-États-Unis. Alors qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis le 28 février? Le régime est-il affaibli militairement mais renforcé politiquement? Sur le terrain, la situation demeure, vous allez le voir, hautement tendue et notamment autour du détroit d'Ormuz. Washington vient encore d'y abattre 2 drones iraniens. On fait le point complet avec Loïc Stachir-Chokro. Les États-Unis détruiront l'uranium iranien, avec ou sans accord. C'est l'annonce du jour de Donald Trump. Washington exige un accès immédiat au site nucléaire iranien. Selon Axios, Jared Kushner et Steve Witkoff, les envoyés américains au Moyen-Orient auraient rencontré la semaine dernière des experts du nucléaire américain dans l'État du Tennessee. Si nous concluons un accord, nous le détruirons ensemble. Sinon, nous le ferons après une action militaire très dure. Lors d'un entretien diffusé sur la chaîne NBC, le président américain a déclaré que Washington et Téhéran étaient proches d'un accord. Le locataire de la Maison-Blanche a également expliqué qu'il ne débloquerait pas les avoirs iraniens et ne lèverait aucune sanction avant toute signature. Les quelques 50 000 soldats américains présents au Moyen-Orient devraient donc rester sur place. D'autant que l'Iran menace de viser dès ce soir Israël en réponse aux attaques de Tsahal sur Beyrouth ce dimanche. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien s'est d'ailleurs réuni en urgence aujourd'hui. Le cessez-le-feu est toujours aussi fragile au 100e jour depuis les attaques israélo-américaines sur l'Iran. Si les États-Unis ont affirmé avoir détruit 2 drones iraniens qui visaient des navires dans le détroit d'Ormuz, le Koweït et Bahreïn, des alliés américains, ont pour leur part été sous le feu d'une nouvelle attaque de missiles iraniens ce samedi. Les États-Unis envisagent désormais de mettre les avoirs iraniens à disposition de leurs alliés du Golfe à la suite des dégâts causés par l'Iran. Et difficile toujours de prédire quelle direction prendra ce conflit. Pour nous aider ce soir, le professeur Emmanuel Navon. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de relations internationales, Université de Tel Aviv. Jonathan Serrero, toujours avec nous. Alors, si on devait dresser un bilan de ces 100 jours constats, c'est vrai que le régime a survécu au choc, affaibli militairement, vous diriez, mais peut-être renforcé d'un point de vue politique. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de s'efforcer de montrer. D'abord, ce n'est pas exactement le même régime qui est en place, parce qu'il faut bien comprendre que les personnes en charge aujourd'hui de la République islamique, c'est les gardiens de la révolution, et qu'en réalité, le leadership religieux n'est plus véritablement en place. On ne sait pas exactement quel est l'état de santé du fils de Khamenei, mais c'est une sorte de dictature militaire. Donc le régime lui-même a été affecté. Ensuite, il y a eu un coup très fort porté à l'infrastructure militaire civile. Quand je dis militaire, c'est également la flotte iranienne. Donc il y a eu un coup énorme. Également les scientifiques iraniens
Donc l'Iran a essuyé un coup très, très dur. À côté de cela, c'est vrai que le régime des gardiens de la révolution est toujours en place. Et là, malheureusement, ça n'est pas une réussite, effectivement, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Là où il y a une asymétrie, c'est que bien que le régime ait été très affaibli, il détient, il a le détroit d'Ormuz, et là, il tient l'économie mondiale à un point très sensible. Et cela crée une asymétrie. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il est objectivement faible, mais il a là un atout entre ses mains auxquels les États-Unis sont extrêmement sensibles et auxquels les grandes économies du monde sont très sensibles également. Et c'est vrai qu'on était prévenus sur Hormuz. Alors justement, Jonathan, c'est à double tranchant Hormuz. Comment les USA pourraient-ils peut-être mieux exploiter ces fragilités qu'on vient de décrire du régime? Est-ce que ça serait appuyer davantage justement sur l'économie? La question économique est centrale pour Donald Trump. On le sait, Donald Trump souhaite contrôler tous les points de passage stratégiques maritimes du monde. Et la question du détroit d'Ormuz pour Donald Trump est centrale pour continuer à étrangler le régime iranien pour essayer de le faire tomber. Il pense, Donald Trump, qu'en continuant à asphyxier le régime iranien, il réussira à le faire chuter. C'est sa théorie, tout en menant en parallèle des négociations. La semaine dernière, Benjamin Netanyahou a eu une déclaration intéressante. Il a indiqué que Donald Trump souhaitait parvenir à un accord avec l'Iran négocié et qu'il lui laissait cette chance, en sous-entendant que c'était la mauvaise méthode, que le régime iranien devait être frappé. Et ce qui se passe en ces heures que nous vivons actuellement, c'est de savoir maintenant pour Téhéran la question qui se pose. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de réagir militairement à la destruction d'un seul bâtiment du côté de Beyrouth? Car depuis la fin des combats au mois d'avril dernier, le 16 avril dernier, l'Iran utilise le Hezbollah comme un moyen de pression, comme une sorte d'assurance vie dans cette lutte de pouvoir qui se joue entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et les prochaines heures seront très intéressantes à observer, de savoir si Téhéran prend le risque de jouer avec le feu et de se lancer dans un nouveau conflit. Alors c'est ça, parce que Téhéran conserve un pouvoir de nuisance, on le voit avec les proxys, on voit avec les stocks de missiles balistiques, ça nous fait dire, Emmanuel Navon, que la guerre n'est peut-être pas finie. Comment vous interprétez cette menace ce soir des Iraniens qui disent surveiller ce qui va se passer dans le ciel du régime sioniste, dans le ciel de l'occupation? Est-ce que l'Iran peut frapper directement lui-même Israël, ou bien est-ce qu'il va inciter le Hezbollah à aller plus loin, peut-être jusqu'au centre d'Israël? L'Iran a encore un arsenal de missiles. Mais les gardiens de la Révolution savent très bien qu'une frappe directe sur Israël se solderait par des frappes dévastatrices en Iran, puisque Israël jouit d'une supériorité aérienne, militaire très nette vis-à-vis du régime iranien. Donc même sans l'appui des États-Unis, Israël aujourd'hui a la capacité de frapper l'Iran et de dominer son espace aérien. Donc l'Iran ne prendra pas ce risque, ou alors s'il le prend, ce sera un prix très élevé de nouveau pour le régime iranien et pour son arsenal. En ce qui concerne le Hezbollah, encore une fois, le Hezbollah lui-même a été extrêmement diminué par Israël. Mais il y a là une asymétrie, encore une fois, puisqu'avec des drones, il peut, effectivement, comme il le fait, infliger à Israël des pertes humaines énormes et matérielles. Donc il y a là une véritable asymétrie. De la même manière que l'Iran jouit de cette asymétrie avec le détroit d'Ormuz, le Hezbollah en bénéficie avec ses drones. Et cela fait partie, c'est un des nouveaux aspects de la guerre aujourd'hui en 2026. Ce phénomène des asymétries entre des armées puissantes et des groupes terroristes ou des pays et des gouvernements qui le sont beaucoup moins, mais qui ont une capacité de nuisance grâce, entre autres, aux drones. L'asymétrie qui explique effectivement la position plus ou moins forte dans les négociations en ce moment du régime iranien. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. Merci, Jonathan. Concernant l'Iran, toujours un acteur contrarié de ce conflit, on va parler des Kurdes cette fois-ci. Révélation
révélation des médias israéliens. Le Mossad, en coopération avec la CIA, aurait fourni secrètement des armes aux milices kurdes hostiles au régime iranien. Armes légères, missiles anti-chars, grenades et obus de mortier. L'aide aurait également consisté en un soutien financier, avec aussi la fourniture de véhicules. Objectif apparemment fragiliser le régime de l'intérieur. Finalement, c'est Donald Trump qui aurait stoppé le projet suite aux pressions de la Turquie d'Erdogan. Mais pourquoi? Eh bien, 3 questions ce soir pour un spécialiste de la question kurde. Entifat Kanbar, bonsoir et merci à vous. Vous êtes président du Kurdish Protection Action Council à Washington et ancien attaché militaire adjoint, ancien porte-parole et vice-premier ministre de l'Irak. Alors, pour comprendre d'abord, entre Israël et les Kurdes, les intérêts, vous diriez, est-ce qu'ils sont plus ou moins identiques, voire alignés en ce moment face au régime iranien? Absolument. Le peuple kurde a été terriblement opprimé depuis des siècles et le régime iranien n'a été doux avec aucune des minorités ou aucun des pays du Proche-Orient. Ils veulent l'hégémonie sur tous les pays. Pourtant, les Kurdes sont très précautionneux avant de se lever contre les Iraniens parce qu'ils ne sont pas protégés. Et cette guerre est bien au-delà de leur capacité. Et je comprends que le gouvernement kurde n'est pas au courant de quelque effort à faire contre les Iraniens. Alors, quel aurait été pour vous l'objectif réel de cette opération clandestine? Est-ce que c'est affaiblir l'Iran à la marge ou bien c'est carrément tenter de créer les conditions d'une déstabilisation interne encore plus profonde de ce régime iranien? La frontière entre l'Irak et l'Iran est d'environ 800 km, à 800 km de Téhéran. Militairement, je ne vois pas comment vous pouvez déstabiliser le régime depuis 800 km de distance. Il y a 6 millions de Kurdes dans le Kurdistan irakien. Et de telles opérations seraient des risques de leur vie. Vous savez, les Iraniens trouvent toujours un prétexte pour attaquer les Kurdes. Et le Kurdistan irakien, en disant qu'ils travaillent pour le Mossad, ils ont déjà fait des mensonges de ce type dans le passé. Donc toute chose en cette direction donnerait aux Iraniens le prétexte pour attaquer. Et vous savez, le Kurdistan irakien a pris sa part des attaques iraniennes, plus de 800 attaques, plus que n'importe quel autre pays au monde, et cela sans aucune action militaire importante sur la frontière. Donc, si de telles accusations étaient solidifiées, consolidées, et donneraient encore des prétextes davantage aux Iraniens pour attaquer les Kurdes. C'est un sujet très sensible et je pense que le gouvernement kurde n'en est pas du tout conscient. Je pense que le président Trump, on l'a entendu dire que rien n'est arrivé, nous n'en sommes pas pour l'instant au courant. Bref, c'est une question très sensible et cette guerre entre deux grandes puissances, les États-Unis, Israël et l'Iran, et bien au-delà des capacités kurdes et de la sécurité kurde. Ouais, on peut le comprendre. Alors, vous mentionnez Donald Trump. Apparemment, c'est lui qui aurait fait capoter le projet. Pourquoi, d'après vous? Quel est le calcul du président américain? Est-ce qu'il faut chercher l'explication tout simplement du côté de la Turquie d'Erdogan, qui freine évidemment ce type de projet? Écoutez, le problème n'est pas que tous les Kurdes ne sont pas identiques. Il y a des factions kurdes comme le PKK qui est considéré comme organisation terroriste, même par les Israéliens et les Américains. Ils sont des terroristes. Et Erdogan et les Kurdes en Irak et tous les autres de la région sont bien inquiets de voir le PKK arriver au pouvoir à cause de cette guerre de manière directe ou indirecte. Donc c'est un autre problème ici. De quels Kurdes parlons-nous et comment contrôler cette question sans donner de la force au PKK? Et comme je l'ai dit, c'est toujours la sécurité de 6 millions de Kurdes qui sont en jeu, parce que toute opération venant du Kurdistan irakien sur la frontière iranienne, les Iraniens très facilement attaqueront les Kurdes et feront des représailles terribles. Voilà, plusieurs voix, évidemment, plusieurs courants au sein des minorités kurdes. Merci beaucoup à vous, Entifat Kanbar, d'avoir répondu à nos questions, à nos 3 questions ce soir.
Allez, l'autre fait du jour, Israël frappé en son cœur par le terrorisme. Attaque ce matin à l'arme à feu qui a fait un mort et plusieurs blessés dans la région du Sharon, non loin, vous le voyez, de la ligne verte. L'incident s'est déroulé dans 3 localités distinctes. On a retrouvé tout de suite notre expert défense et envoyé spécial sur les lieux. Bonsoir Mathias Inbar. Et Mathias, on connaît l'identité de la victime, un soldat sergent-chef réserviste de Tsahal qui a été d'ailleurs salué comme un héros d'Israël ce soir. Oui, parce que il a opposé son corps aux terroristes et il a répondu aux terroristes qui terminaient sa course mortelle, commençait ici même à Kochav Yair avant d'aller à Tzur Yitzhak et donc Tzur Natan où il a assassiné quasiment à bout portant ce réserviste de 55 ans et grièvement blessé l'un des responsables de l'unité d'intervention urgente également qui appartenait aux réservistes. Alors le terroriste, on le connaît désormais, il est âgé de 20 ans. Connu des services de police pour une activité criminelle, notamment de la vente de drogue et d'autres types de matériel. Également, il a utilisé une voiture volée pour venir ici pour commettre ces méfaits et donc terminer sa course mortelle jusqu'à ce qu'il soit tué par des policiers de la station juste d'ici de Taïbé. Il a fallu quand même, David, et ça il faut le souligner ce soir, plusieurs longues minutes avant que les forces de police n'interviennent, tout simplement parce qu'au départ on pensait à un acte criminel et qu'une fois que les forces de police ont compris qu'il s'agissait d'un attentat, eh bien oui, elles ont agi vite, ces forces, mais trop longtemps, et ce qui a permis aux terroristes de poursuivre son chemin. Et donc Mathias, une attaque visiblement soigneusement préparée. D'ailleurs, l'identité des terroristes arabo-israéliens, ça rend peut-être cette menace encore plus complexe à traiter ? Alors, est-ce qu'il a planifié son acte ? Ça, pour l'instant, l'enquête est en cours. La vraie question est de savoir ce soir, d'abord, comment s'est-il procuré un Carl Gustav ? C'est une arme artisanale généralement utilisée par les terroristes en Judée-Samarie. Comment est-il passé à l'action ? Est-ce qu'il a été influencé par les prêches qui font foison actuellement et qui essayent de radicaliser ce secteur arabe ? A-t-il été poussé directement par le Hamas ? On sait que le Hamas a salué, mais n'a pas revendiqué l'attaque. Et vous avez raison ce soir, David, de dire que effectivement, il y a une frontière de plus en plus mince entre le grand banditisme et le terrorisme, surtout dans un secteur où la Judée-Samarie jouxte le secteur criminel de la population arabe, où il y a une sorte d'explosivité dans l'air. Effectivement, menace constante et permanente. Merci beaucoup Mathias Inbar sur les lieux donc de l'attentat de ce matin dans le Sharon. On va se tourner également vers un autre invité, le colonel de réserve de Tsahal. Bonsoir Alon Eviatar, merci à vous, ancien conseiller de l'unité Kogat et expert des affaires palestiniennes. Important d'abord, on va peut-être revoir la localisation de l'attentat parce que cette fois c'est pas à l'intérieur de la ligne verte, on n'est pas loin des territoires de Judée-Samarie, mais on est vraiment tout près, on est sur une ligne très compliquée, la route numéro 6 qui borde donc les territoires avec les localités arabes israéliennes. Ça reste, vous diriez aujourd'hui, l'un des axes à surveiller de près ? Écoutez, d'abord, l'attentat a eu lieu non pas en un endroit, mais sur 5 sites sur la ligne de contact, c'est-à-dire cette zone qu'on appelle triangulaire, où il y a une majorité de population arabe, citoyens israéliens, mais une population qui parfois contient des nids de problématiques qui coopèrent avec le mouvement islamiste et de manière directe aussi avec le Hamas parfois. Donc les réseaux sociaux, là, jouent un rôle très important pour tout ce qui est le lien entre les activistes terroristes et ceux qui ont l'intention d'attaquer dans la frontière israélienne de la ligne verte et au-delà, que ce soit en Judée, en Samarie ou dans la bande de Gaza aussi, et le fait que ces réseaux de tout type sont accessibles à tous sont un défi de renseignement énorme pour combattre ce terrorisme, et tant pour le Shin Bet que pour la police israélienne, surtout quand il s'agit d'une grande population qui vit et se trouve
aux côtés de la population juive en Israël. Cela rend les choses difficiles pour réussir à trouver, à bloquer, à empêcher ces attentats. C'est donc un défi pour les unités de renseignement et les unités opérationnelles. Il faut prendre en considération que nous parlons aussi d'une barrière de sécurité entre les zones israéliennes et la Judée et la Samarie. C'est une barrière qui est pleine de trous. Ce n'est pas une barrière qui est complètement construite jusqu'au bout ou de bout en bout. Et souvent, des migrants illégaux passent aller-retour et font passer des messages, des renseignements et même parfois des armes d'un côté à l'autre. Donc l'enquête est encore en cours, on n'a pas tous les résultats, mais si en effet, il y a un lien avec le Hamas, quel qu'il soit, cela témoignera encore une fois du fait que le Hamas essaie d'éveiller la zone de la Judée et de la Samarie, de la frontière et du territoire en Israël même, et donc lancer des actes terroristes en dehors de la bande de Gaza. Cela rendra les choses difficiles pour les forces de sécurité. Ce sont des défis sécuritaires et renseignements supplémentaires. Il faut attendre la suite de l'enquête, mais c'est un attentat grave, non pas à cause de la gravité du résultat, mais il faut prendre en compte, et c'est une chose importante à faire, du point de vue du terroriste, il avait l'intention de tuer tous ceux sur lesquels il a tiré, donc, ça concerne les blessés aussi. Et heureusement, cet attentat a été déjoué dès le début. Mais il faut prendre en compte qui l'a aidé, s'il a été aidé, est-ce qu'il a été influencé par des éléments extérieurs ou est-ce qu'il a trouvé son arme, qui a payé pour son arme, etc., etc. Cela engage une enquête très détaillée et la prise de mesures opérationnelles pour empêcher d'autres attentats de ce type. Ouais, vraiment le scénario cauchemar des terroristes arabes israéliens. En 2 mots, vraiment très rapidement, terreau fertile, vous diriez, il y a un terreau fertile à ce type de terrorisme aujourd'hui en Israël, très rapidement. Le point faible le plus important que je peux considérer, c'est le phénomène des armes dans le domaine de la criminalité de la société arabe en Israël. Ces armements passent très vite du criminel au terrorisme et c'est exactement le cas ici. Un jour, vous êtes juste un voleur de grand chemin et le lendemain, eh bien, si on vous propose assez d'argent, vous faites avec la même arme que vous utilisez pour faire des hold-up un acte terroriste. Et donc cet attentat-là est une lumière rouge d'alerte pour ceux qui hésitent encore sur le fait qu'Israël doit combattre la criminalité et le phénomène de la contrebande d'armes dans la société arabe. La frontière donc très fine entre les milieux criminels et ceux du terrorisme à traiter d'urgence. Merci beaucoup, colonel Alon Eviatar. Encore quelques mots importants au chapitre sécuritaire, cette fois concernant Gaza. Jonathan Serrero, 2 infos rapidement avec vous à retenir. Un terroriste impliqué dans les massacres du 7 octobre qui a été éliminé par Tsahal, et puis une réunion entre le Hamas et plusieurs factions palestiniennes, mais aussi des médiateurs égyptiens, qataris et turcs, qui a débuté ce dimanche au Caire en Égypte. Turquie et Égypte très actifs décidément ces temps-ci. Oui, déjà des discussions qui ont débuté déjà depuis plusieurs jours. Jeudi, elles se sont accélérées sous l'impulsion donc du Caire, notamment aussi de Doha, mais aussi d'Ankara, qui souhaitent mettre en place une sorte d'accord intérimaire, d'un entre-deux, en vue de passer à la seconde phase. Une sorte d'écran de fumée pour envoyer le message de dire que le Hamas refuse de déposer les armes, refuse de respecter l'accord en 20 points qui a été conclu du côté de Sharm el-Sheikh au mois d'octobre 2025 sous l'impulsion du président Trump. Ce que je sais, c'est que Tsahal travaille à la reprise des combats à haute intensité dans la bande de Gaza, travaille aussi à l'implantation, la création de bases militaires permanentes dans le nord de la bande de Gaza, sous l'impulsion du ministre de la Défense Israël Katz, mais aussi du ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Voilà, c'est l'une des réponses au 7 octobre. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. En parlant du Hamas, le défi se déplace également en haute mer. Arrestation en Grèce qui nous alerte sur une menace assez inquiétante. Déborah Benayoun. Bonsoir, Déborah. Un Palestinien donc arrêté sur l'île de Crète, individu soupçonné d'entretenir des liens justement avec le Hamas.
Oui, l'arrestation aurait eu lieu hier dans une ville de l'est de la Crète. Le suspect, c'est un Palestinien de 37 ans, originaire de Gaza, qui travaillerait apparemment légalement en Grèce dans un hôtel en tant que saisonnier et qui vivrait apparemment avec d'autres travailleurs. Et selon les enquêteurs, il aurait déclaré lors de son interrogatoire être membre du Hamas, avoir été également en contact avec des personnes arrêtées à Chypre dans le cadre d'une enquête pour préparation d'attentats contre des cibles israéliennes. Il aurait également reconnu avoir commandé sur Internet des matériaux pouvant servir à la fabrication d'explosifs, mais il affirme n'avoir construit aucun engin explosif. Après son arrestation, les autorités ont perquisitionné son appartement à Athènes. Elles ont découvert du matériel de laboratoire et des produits chimiques qui seraient susceptibles de servir à la fabrication d'une bombe. L'enquête a également révélé qu'il se serait rendu en Malaisie où il avait suivi une formation pour la fabrication d'engins explosifs. Il résiderait apparemment dans la bande de Gaza avec sa femme et ses 3 enfants. Selon les médias grecs, il aurait même projeté d'attaquer un navire de croisière israélien attendu en Crète mardi. Mais d'autres sources affirment que finalement sa destination initiale n'était peut-être pas la Grèce. Les enquêteurs pensent qu'il envisageait probablement de perpétrer un attentat dans un autre pays européen. Ouais, Déborah, un épisode qui nous rappelle quand même que les navires israéliens sont régulièrement ciblés depuis 1 an, un peu plus même. Oui, depuis l'année dernière, les grands ports d'attache comme Haïfa et Ashdod ont été régulièrement rayés des cartes maritimes internationales pour éviter les zones de guerre. Il y a eu aussi de nombreuses manifestations anti-israéliennes dans les ports d'escale l'été dernier. Des manifestants pro-palestiniens qui avaient notamment empêché le débarquement de 1700 passagers lors d'une tentative d'escale sur l'île grecque de Syros. Le navire a été forcé de changer de destination en urgence. Et puis, il faut aussi mentionner les tensions dans la région suite à la guerre avec l'Iran en février-mars 2026, qui a provoqué évidemment un grand choc sur les itinéraires en Méditerranée, avec notamment la fermeture du détroit d'Ormuz, qui a littéralement piégé plusieurs paquebots de croisière qui naviguaient dans la région. Conséquence, les compagnies qui opéraient en Israël jusqu'à présent ont été forcées de modifier leurs itinéraires et désormais, l'enjeu sera de savoir si ils vont pouvoir assurer la prochaine saison estivale. Pour le moment, rien de certain. La vigilance donc en Méditerranée. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Et l'actualité toujours plus vite, c'est l'info chrono tout de suite. Cette fois, c'est fait. Le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité la décision du Premier ministre de nommer Shmuel Ben Ezra au poste de chef du Conseil de sécurité nationale. Il occupera également les fonctions de conseiller à la sécurité nationale auprès du Premier ministre. Cet ancien du Shin Bet a notamment dirigé le développement du système antimissile Arrow 3 et il remplace Tzachi Hanegbi, évincé en octobre dernier après des désaccords profonds avec Binyamin Netanyahou. Les caisses pleines de dollars de la Banque d'Israël. Elle a annoncé ce dimanche avoir acquis plus de 800 millions de dollars au cours du mois de mai. Objectif, garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et limiter les fluctuations du taux de change. Décision qui survient alors que le dollar poursuit sa baisse face au shekel. Grâce à ces achats et à d'autres facteurs de marché, les réserves de change d'Israël ont atteint un niveau historiquement record de 238,7 milliards de dollars, qui représente désormais plus de 37% tout de même du PIB israélien. J-4 avant le coup d'envoi du mondial de football. L'équipe nationale iranienne était attendue ce dimanche à Tijuana, au Mexique, où elle installera son camp de base pour la Coupe du Monde 2026. Si Washington affirme avoir accordé les visas nécessaires aux joueurs et au staff technique, l'ambassadeur d'Iran au Mexique, Abolfaz Pansadideh, a indiqué que 15 membres de l'équipe administrative et d'encadrement se sont vus refuser l'entrée aux États-Unis. D'après les médias iraniens, le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, figure parmi les personnes concernées. L'ambassade d'Iran en Turquie dénonce, elle, un traitement discriminatoire intentionnel à l'encontre de la délégation iranienne. Enfin, l'exploit renouvelé en tennis pour la 2e année consécutive. L'Israélien Guy Sasson remporte le double fauteuil à Roland-Garros. Cette nouvelle victoire porte à 7 désormais le nombre de titres du Grand Chelem remporté par le champion israélien au cours de sa carrière. Il a dédié son succès à ses filles avant de conclure son discours par un vibrant Am Israël Chai. On attend toujours le verdict pour la finale messieurs. Ça se déroule en ce moment, 5e set. Il est temps de lever le voile sur notre tout nouveau dossier de la semaine. C'est parti.
Alors un dossier qui va nous permettre de mesurer à quel point les équilibres ont brutalement changé. Hier, les pays détenteurs de pétrole pouvaient faire la pluie et le beau temps via leur influence. Et bien aujourd'hui, le nouvel or noir est métallique. Les puces électroniques, en particulier les puces haut de gamme, elles redessinent les alliances et les zones d'influence. Entre les géants américains et chinois, le Moyen-Orient apprend à subir les chantages des uns et des autres. On va d'abord planter le décor avec Déborah Benayoun. C'est une guerre invisible où les barils de brut ont été remplacés par des micro-composants gravés au nanomètre. Les États-Unis ont mis en place une série de sanctions pour restreindre l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés. Objectif, empêcher les entreprises chinoises d'acquérir des puces électroniques de pointe et des équipements de fabrication indispensables au développement de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Officiellement, Washington craint que ces processeurs ultra puissants ne soient loués ou réexportés via le cloud vers des laboratoires militaires à Pékin. Le message est clair, impossible de posséder la tech américaine si l'on flirte avec la Chine. En 1973, les pays arabes utilisaient le pétrole comme arme géopolitique pour faire plier l'Occident. Aujourd'hui, en 2026, ce sont les États-Unis qui utilisent l'accès aux puces IA comme levier stratégique face à Riyad et Abu Dhabi. De son côté, Pékin investit massivement dans la recherche et le développement pour parvenir à une indépendance technologique totale. Malgré les restrictions américaines, des géants chinois comme Huawei ont réussi à développer des processeurs avancés et des modèles d'IA souverains. Et au milieu de ce grand bras de fer, un acteur régional observe et tire son épingle du jeu. Israël. Alors que le Golfe subit les restrictions, Jérusalem, véritable cerveau de la tech mondiale, reste le partenaire privilégié. Les puces de demain sont conçues dans les centres de R&D d'Intel ou de Nvidia à Haïfa ou Tel Aviv. Conséquence, le partenariat stratégique de premier plan entre Washington et Jérusalem fait d'Israël l'un des coffres-forts technologiques de l'oncle Sam dans la région. Pour les monarchies du Golfe, l'enjeu n'est pas négligeable. Dépendre des Américains pour l'énergie de demain est devenu un risque stratégique majeur. La course pour contourner le blocus est lancée. Alors on parle de puces électroniques, mais concrètement, de quels chiffres et de quelle technologie est-il question? Rebonsoir, Déborah Benayoun. Déborah, des chiffres qui ne laissent aucune place au suspense aujourd'hui sur ce marché. Ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que l'entreprise américaine Nvidia représente quasiment un monopole mondial, puisqu'à elle seule, on parle tout de même de 85 à 92% de la part de marché sur les puces IA haut de gamme. À noter, c'est qu'une seule de ces puces vaut plus de $30 000 sur le marché noir. Alors concrètement, à quoi servent ces puces? Eh bien, elles servent à entraîner les modèles d'intelligence artificielle qui sont désormais communs, comme ChatGPT ou encore Gemini. Pas étonnant donc qu'elles soient si recherchées désormais. Mais il y a aussi des craintes de dérive. Une rumeur a notamment longtemps circulé, une rumeur qui affirmait que les services secrets américains auraient exigé une clause de géolocalisation pour chaque puce livrée au Moyen-Orient. Si un serveur était déplacé de seulement quelques mètres sans autorisation, eh bien la puce s'autodétruirait numériquement. Mais Nvidia a démenti la rumeur. En revanche, l'entreprise a confirmé avoir mis au point une technologie qui permettait de vérifier la localisation, qui pouvait indiquer dans quel pays ces puces étaient utilisées. L'objectif, c'était d'empêcher que ces puces d'IA soient introduites clandestinement dans des pays où leur exportation était interdite. Et puis un dernier mot pour rappeler que Nvidia est déjà très implantée ici en Israël, avec plus de 6000 salariés dans le pays, soit près de 20% de sa main-d'œuvre mondiale. Et ce n'est pas terminé, puisqu'un immense campus de recherche et de développement va être construit dans les prochaines années. On parle d'un début de construction aux alentours de 2027. Le partenariat États-Unis-Israël est donc plus que jamais d'actualité. L'alliance Nvidia-Israël. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Et pour analyser ce grand verrouillage, on se tourne vers un expert en géopolitique, Yannick Mireur. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Est-ce que d'abord vous pensez vraiment que l'histoire est en train de s'inverser? C'est-à-dire qu'hier, le Golfe en position de force avec son énergie, aujourd'hui les USA en position de force avec les puces. Est-ce que c'est une sorte de revanche de l'histoire ou est-ce que c'est trop simpliste? Oui, c'est tentant. Mais c'est un peu trop simple quand même, puisque vous avez bien vu avec les événements de l'Iran que l'énergie reste une arme pour l'autre pays et que parfois les plus faibles finalement font preuve de résilience et de résistance au combat, et que la situation, contrairement à ce qu'on attendait, pouvait leur être moins défavorable que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc bref, il faut être prudent et pas parfois tout mélanger, même si certaines choses sont tentantes.
que je voulais peut-être vous dire sur ce qu'on vient d'entendre, c'est que sur le rôle d'NVIDIA, c'est que NVIDIA fait fabriquer toutes ses puces à Taïwan et que plus de 90% de la production mondiale de puces et des puces avancées incluses se fait par la société taïwanaise, la TSMC, qui est un incontournable et qui s'inscrit évidemment, on ne peut pas passer là-dessus, sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis, avec, comme vous savez, cette dimension taïwanaise, puisque les États-Unis sont, en vertu de la loi de 1979, les défenseurs ou les garants en dernier recours de la sécurité de la République de Chine, qui est le nom officiel de l'île de Taïwan. Donc Taïwan, c'est vraiment là où il faut regarder aujourd'hui si on veut comprendre un petit peu ce match entre les États-Unis et la Chine. Aussi, bien sûr, puisque c'est pour cela que la diplomatie mêle à la fois les dimensions économiques, mais aussi les dimensions stratégiques dans la rivalité entre les deux pays. Le monde entier regarde sur Taïwan, puisque d'une part, la dictature de Xi Jinping en a fait un objectif de réunification nationale à l'horizon du centenaire de la République populaire 2049, ou bien avant. Évidemment, toutes les conjectures sont possibles et les militaires américains travaillent depuis longtemps déjà à différents scénarios, mais il ne s'agit pas seulement des relations sino-américaines, il s'agit de l'impact que pourrait avoir un conflit si la tension entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan et le ballet diplomatique qui se joue avec une sémantique assez particulière depuis 1979 devait déraper, intentionnellement ou pas, puisque évidemment c'est l'ensemble de la production mondiale, avec la possible arrêt ou destruction de chaînes de lithographie, la fabrication à Taïwan, et qui impacterait évidemment l'économie mondiale et les chaînes d'approvisionnement de l'ensemble des pays, pas seulement la Chine et les États-Unis. Donc tout le monde évidemment regarde ça comme le lait sur le feu, comme c'était le cas évidemment, pour revenir à votre question au début, sur les approvisionnements pétroliers et la stabilité des prix mondiaux du pétrole. Alors c'est ça. Alors c'est vrai qu'on comprend pour conclure que finalement ce sera compliqué d'aller rattraper la Chine et les États-Unis sur le secteur des puces. Est-ce que ça rend, pour revenir à la région, est-ce que ça rend le Moyen-Orient, les pays du Golfe, dépendants quelque part et obligés de choisir leur camp aujourd'hui ? Non, je ne pense pas qu'ils soient obligés de choisir leur camp. Évidemment, les événements actuels exercent une pression très forte. La division entre les pays arabes du Golfe, qui est traditionnelle, et l'Iran ne fait évidemment qu'être exacerbée par les actions des gardiens de la Révolution, conséquence de l'intervention malheureuse israélo-américaine. Mais je pense qu'ils peuvent continuer parfaitement à ménager la chèvre et le chou. Ils sont quand même d'abord plutôt, traditionnellement, y compris l'Arabie saoudite, malgré la tension, qui continue du côté, alliés, on va dire, quand même aux États-Unis. Rappelons-nous les accords d'Abraham, rappelons-nous aussi les interventions plus modestes par rapport à celles des États-Unis, des accords comme les Émirats arabes et les Français. Bref, il y a quand même une tendance plutôt à être proche de l'Occident, même si, évidemment, ces pays-là ont toutes les raisons, évidemment, de ménager l'ensemble des puissances en jeu. Il y a des intérêts stratégiques et économiques. Se mettre dans la main d'une seule puissance, évidemment, c'est une erreur de base. Donc, c'est pas celle qu'ils vont commettre, mais pour conclure, si on devait imaginer demain une alliance stratégique majeure avec la Chine qui remplacerait des décennies de relations avec les États-Unis, je ne vois pas ça pour l'instant se produire. Ouais, en tout cas, intérêt complexe, mais vous dites un socle américain assez solide encore dans la région. Merci beaucoup à vous, Yannick Mireur, d'avoir participé à notre premier épisode du dossier de la semaine qui se poursuit évidemment dès demain. Autre chose, un passage par la France. Et on va parler de la lutte contre l'antisémitisme avec un projet de loi qui avance manifestement en direction Paris et nos studios avec Sarah Le Priol Shalom. Bonsoir Sarah. Et bien, on doit notamment tout cela aux efforts de la ministre Aurore Bergé. Expliquez-nous où nous en sommes. Tout à fait. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, dans une interview accordée à la Tribune du dimanche, la ministre des luttes contre les discriminations, Aurore Bergé, a porté et a clarifié son projet de loi contre l'antisémitisme. Alors, pour rappel, c'est elle, en fait, qui a repris la main suite au premier texte qui avait vu le jour à l'initiative de sa consoeur et députée Caroline Yadan. Mais ce texte avait été rejeté à l'époque à l'Assemblée nationale par une majeure partie de la gauche. Alors concrètement, David, qu'est-ce que prévoit ce nouveau texte ? Déjà, il appelle à étendre les mesures contre le négationnisme, c'est-à-dire que plus personne ne pourra nier un crime contre l'humanité. Dans un second temps, l'inéligibilité.
tout élu condamné pour antisémitisme, racisme ou apologie de crimes de guerre fera l'objet d'une sanction et sera rendu inéligible. Par la suite, on a également le multirécidivisme. Ceux qui fuient à l'étranger, en l'occurrence, pourront être sanctionnés et pourront faire l'objet d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. Alors, pour les chiffres, on le sait déjà, on note une recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023 en France et un arsenal législatif est fortement attendu pour condamner ces actes de par la communauté juive. La France insoumise, quant à elle, voit ici une manœuvre électorale à 1 an des élections présidentielles. Antoine Léaumont ou encore Mathilde Panot se sont exprimés sur le sujet. Mathilde Panot, qui était sur les antennes de France Télévisions, a dit que si l'objet est de faire une loi Yadan bis, c'est-à-dire d'assimiler la critique du gouvernement israélien, d'après elle, à de l'antisémitisme, dit-elle, nous combattrons cette loi de toutes nos forces. Alors, pour l'heure, ce texte est actuellement examiné au Sénat. Il passera au Conseil des ministres le mercredi 1er juillet. Il devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Voilà, un petit peu de patience. Merci beaucoup, Sarah, le prix Shalom depuis Paris ce soir. Et nos studios, on reste en France. Drôle de spectacle de fin d'année dans une école maternelle. Vive polémique, vous allez le voir après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo. Voilà, cette vidéo qui montre donc un spectacle de fin d'année à Montreuil. Les images relayées rapidement hier par le compte Jugé coupable sur X montrent plusieurs enfants vêtus de tenues militaires et portant des bandeaux sur le front, tout en manipulant des armes factices. Heureusement, sur la bande son diffusée dans la salle, on entend notamment les paroles « Sortez les armes chargées ». On vous laisse écouter tout cela. Voilà, et pour mieux comprendre, nous sommes avec Céline Pina. Bonsoir et merci. Vous êtes chroniqueuse, auteure et journaliste. Alors c'est vrai que ça nous rappelle ici certains mauvais souvenirs, mais votre réaction à vous, parce qu'on est dans une école maternelle, est-ce que vous dites un simple jeu symbolique ou bien quand même une forme de socialisation précoce, peut-être accélérée à la violence ? Je trouve ça très choquant. D'abord, c'est, je crois, l'imam Chalgoumi qui a fait le meilleur partage sur X, où il a mis en parallèle la photo de l'école de Montreuil et la photo des écoles dans lesquelles les enfants palestiniens de Gaza sont complètement embrigadés dans le terrorisme. Et le parallèle est marquant parce qu'on se rend compte que cette mise en scène fait appel à ce même imaginaire. Donc, avant même de penser qu'on peut se demander comment cela a pu se produire dans une école française et comment un spectacle qui, de façon assez évidente, rend hommage à des terroristes comme ceux du 7 octobre, comme ceux du Bataclan, a pu passer. Donc, on est amené à s'interroger sur, pour le moins, l'absence de réaction de la direction de l'école, sur les professeurs qui ont fait répéter les enfants. Enfin, il n'y a aucun adulte qui, à un moment donné, s'est dit ce spectacle est inapproprié. Il est inapproprié non seulement en maternelle, mais il est inapproprié pour des enfants. Il est inapproprié dans un cadre scolaire. On est dans un cadre de socialisation. Et là, ce que ça dit, c'est sortez les armes, chargez. Et ce qui n'est pas dit, mais qu'on entend, c'est tuer derrière, parce qu'il ne peut y avoir que ça comme conclusion. C'est ça. En quelques mots, on voit que la vidéo, elle a été publiée au départ apparemment sur Instagram par une militante d'ailleurs présentée comme étant assez proche du mouvement BDS, avant d'être relayée sur d'autres réseaux. Ce lien donc évoqué avec les milieux militants comme BDS, est-ce que ça change, vous pensez, la lecture sociologique, on va dire, de cet événement ? En fait, que la personne qui l'a relayé soit du BDS n'est pas étonnant. Ça change pas grand-chose. Ça augmente encore le soupçon que l'on peut avoir sur un entrisme islamiste dans l'école maternelle. Mais revenons, cette école se trouve à Montreuil.
Or, s'il y a bien un maire islamo-gauchiste, c'est bien le maire de Montreuil qui n'hésite pas à aller faire ses campagnes électorales à l'intérieur des mosquées, qui n'hésite pas à envoyer, par exemple, c'est un grand défenseur du voile. Donc, on est quand même dans un cadre dans lequel il n'est pas étonnant que cette histoire se passe à Montreuil, parce que l'entrisme islamiste est très poussé. Mais on se dit, si le maire, par clientélisme, n'est pas capable de faire barrage, là, c'est quand même l'État. L'école, c'est l'État. Donc, la deuxième question qu'on peut avoir, c'est pourquoi aucune réaction du ministre de l'Éducation nationale, et puis suivre ça de près, parce que normalement, la direction de cette école, je suis désolée, devrait être révoquée. Ça n'est pas possible de laisser passer un spectacle comme ça. L'heure des responsabilités à suivre, comme vous dites. Merci beaucoup Céline Pina d'avoir été avec nous ce soir. Allez, on y vient rapidement, la page santé comme chaque dimanche. Vous le savez, avec le docteur Joseph Zrien. Bonsoir et bienvenue, docteur. Ce soir, très simple, le mal de dos. On va commencer avec le fond du problème, l'origine des douleurs, tout simplement. Écoutez, le mal de dos ou le mal du siècle. Le mal de dos est aujourd'hui l'un des problèmes de santé les plus fréquents. On estime que près de 80% de la population mondiale souffrira d'un mal de dos au cours de sa vie. Le plus souvent, il s'agit d'une douleur située en bas du dos, la lombalgie, appelée aussi lumbago ou tour de rein. Alors vous me posez la question de l'origine des douleurs. Le dos peut souffrir pour 3 grandes raisons. La première, ce sont les douleurs d'origine musculaire ou ligamentaire. C'est la cause la plus fréquente et heureusement la moins grave dans la majorité des cas. Les 5 vertèbres lombaires qui supportent la grande partie du poids du corps et des contraintes quotidiennes donc sont mises au travail. Un faux mouvement, un effort brusque, une mauvaise posture ou un manque d'activité physique peuvent provoquer une contracture musculaire ou une douleur ligamentaire. La deuxième origine sont les douleurs d'origine ostéo-articulaire. Avec l'âge, où les contraintes répétées, les articulations de la colonne vertébrale s'usent progressivement, les cartilages peuvent se détériorer, entraîner de l'arthrose qui sera responsable de douleurs, de raideur et parfois d'une diminution de la mobilité. Enfin, troisième point, les douleurs d'origine nerveuse. Il existe une compression ou une irritation d'un nerf, souvent liée à une hernie discale. Le disque situé entre 2 vertèbres peut s'user, se fissurer ou se déplacer après un choc ou un mouvement brutal. Cela peut provoquer des douleurs irradiantes dans la jambe. C'est la fameuse sciatique. Un mot des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est le surpoids, la sédentarité, les mauvaises postures, le port de charges lourdes, le stress prolongé ou le manque d'activité physique. Tout cela va favoriser le mal de dos. La grossesse peut également être un facteur qui augmente les contraintes sur la colonne vertébrale. Très rapidement, prévention. Meilleure prévention, c'est le mouvement. Marcher, monter les escaliers, jardiner, faire du vélo, pratiquer une activité physique. La natation est également une très bonne activité. Également, l'ergonomie, c'est important. Comment se tenir à la maison ou au travail. Garder le dos droit, éviter des torsions brutales, plier les genoux pour soulever les poids. Enfin, contrairement aux idées reçues, le repos total prolongé n'est pas conseillé. Il faut continuer à bouger progressivement. Et donc, votre santé est votre bien précieux. Prenez soin de votre dos. Merci. Il va vous supporter toute votre